Les ovipares. Mon ovipare fait peur aux gens. Il rampe et utilise sa langue pour sentir. Et c'est le serpent. Mon ovipare est rose et dort sur une patte. Il est dans la famille des oiseaux. C'est le flamant rose. Mon ovipare nage sur l'eau. Il a un bec et des plumes. C'est le canard. Mon ovipare est un oiseau plein de couleurs. Il vit dans les arbres des forêts chaudes. C'est un toucan. Le lancer de la mort. Aujourd'hui, je joue avec mon père au basket, dehors. J'aimais beaucoup ça. Mon père m'a dit de lancer plus loin parce que j'étais très proche et bon. J'ai dit encore un lancer et je le fais, papa. Je lance le ballon et je l'ai eu. Yeah! J'ai essayé de plus loin et je l'ai eu. Mon papa m'a félicité. Veux-tu jouer une partie, Kobe? Oui! Bonjour tout le monde et bienvenue au 7e webinaire du forum Mutation, le livre à l'ère numérique, qu'on aurait aussi pu intituler l'édition à l'ère numérique. On a décidé nous, l'agence Topo, c'est un centre d'artistes en art numérique. On est intéressé aux différentes formes d'expression à travers les outils numériques depuis plus de 20 ans. On a mis sur pied ce forum autour du livre numérique parce qu'on s'intéresse à ce nouveau vecteur de diffusion, d'information, d'apprentissage, de pédagogie. Et en fait, ça fait plusieurs années, même si nous, on est un centre de création, normalement, on travaille sur des créations d'art actuel en art numérique, on n'est pas vraiment porté sur la pédagogie, mais ça fait longtemps qu'on regarde le site de veille qui est celui du Récit, qui est un réseau de conseillers et conseillères pédagogiques qui documente différents outils libres ou payants, qui communiquent leur expérience, qui communiquent leur expertise, qui échangent autour des technologies numériques à des fins éducatives. Et c'est donc avec un grand plaisir qu'on ouvre ce forum aujourd'hui autour de la pédagogie en accueillant Laurie Bédard et José Portelance, qui sont toutes deux affiliées au Récit
Et suivra ensuite, en deuxième webinaire, Steve Lemay, qui est un défricheur du livre numérique, à partir de 15 heures. Alors, je cède tout de suite la parole à Laurie et José pour qu'elles partagent le fruit de leur expérience. Je voudrais quand même toutefois avant mentionner qu'on enregistre les webinaires. On va les rendre disponibles. En fait, on voulait les rendre disponibles seulement à la fin de l'été, mais on va essayer de le faire le plus vite possible parce qu'on a beaucoup de demandes. Et voilà, on remercie aussi le Conseil des arts du Canada parce que c'est grâce au Conseil des arts du Canada qu'on tient ce programme de webinaire à travers le Fonds Stratégie numérique. Alors, voilà, merci. C'est à vous, Laurie, José. Merci beaucoup, Michel. Donc, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'ai juste perdu mon repère visuel. Donc, juste me signaler, là, José, si tu m'entends. Donc, en partageant mon écran, je perds mon repère visuel. Donc, oui, je t'entends et on voit le début de la présentation. Donc, tout va bien côté technique. Super. Donc, c'est juste que je te vois plus, chers collègues. Donc, normalement, on se parle avec nos, nos visages. Donc, on va se parler avec nos voix cet après-midi. Donc, c'est vraiment un grand honneur de pouvoir être avec vous cet après-midi. Puis, merci de prendre du temps en cet après-midi, on va dire à Montréal, en tout cas, très ensoleillé et vraiment, on a beaucoup de chaleur. Donc, merci d'être là parmi nous. On va se présenter d'abord. Je sais que Michel nous introduit brièvement, mais juste un petit peu pour vous parler de notre histoire, pourquoi aussi on s'intéresse à l'utilisation du livre numérique en pédagogie. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Laurie Bédard. Donc, oui, conseillère pédagogique, mais d'abord enseignante au primaire. Donc, et mon expérience avec le livre numérique remonte à mes premières années d'enseignement où on n'avait pas, vous allez voir là tout à l'heure, on va vous parler des nouveaux outils qu'on peut utiliser, la facilité maintenant avec laquelle on peut introduire le numérique dans notre enseignement, dans la pédagogie. À mes tout débuts, en fait, créer un livre numérique avec les élèves, c'était vraiment quelque chose de longue haleine. Donc, on avait des logiciels sur CD-ROM pour faire dessiner nos élèves. Donc, on devait ensuite enregistrer sur une clé USB et après ça, intégrer dans un document. On utilisait les suites PowerPoint, Word. Puis là, si on voulait ajouter de l'audio, on devait aller travailler avec un logiciel de montage audio qui était Audacity à cette époque. Donc, c'était quelque chose, un projet de longue haleine maintenant que vous allez voir, on peut créer en quelques heures, donc un après-midi. Donc, je vais laisser céder la parole à José. Alors, moi aussi, conseillère pédagogique, principalement de formation enseignante. J'ai travaillé au primaire également. J'ai travaillé dans mes dernières années de pratique dans une classe qu'on appelle les classes avant. Une classe où on demande aux élèves d'apporter leur propre appareil numérique de la maison. Donc, où on peut essayer d'introduire un petit peu plus le numérique dans la pratique quotidienne. Et effectivement, ça a permis de faire de belles créations numériques, un peu comme celle que vous avez vue en introduction de ce forum auquel nous sommes présentement. Donc, ça va nous faire plaisir aujourd'hui de vous partager notre expérience et surtout de vous montrer comment on peut optimiser l'utilisation de ce nouveau média dans les mains des petits élèves et des moins petits, parce que nous, notre spécialité, c'est au primaire, mais on a à peu près le même suivi qui se fait au secondaire. On a vu aussi dans la présentation des petits cocos du Presco qui n'écrivent pas encore à proprement parler, mais qui sont quand même capables de faire des créations numériques intéressantes. Donc, les intentions de la rencontre aujourd'hui, ça va être de vous présenter les possibilités pédagogiques du livre numérique dans les salles de classe québécoises, les possibilités que nous, on connaît, il y en a assurément d'autres. On veut aussi vous démontrer comment le livre numérique permet de développer les dimensions d'une compétence qui est nouvelle ici au Québec, qui est la compétence numérique. On va vous en reparler un petit peu plus loin avec nos cadres de référence. Et finalement, on voudrait vous expliquer en quoi
la création en tant que telle de livres numériques place l'élève dans un contexte qui lui permet d'augmenter sa créativité et son engagement dans ses apprentissages. Puis, en fait, vous allez voir là, le contexte, nos élèves évoluent dans une société, donc on est dans un contexte culturel, donc ça teinte beaucoup ce qu'on va retrouver dans le milieu de l'éducation. On va pouvoir faire quand même des beaux liens avec les webinaires qui ont eu lieu les semaines précédentes également, donc et sûrement les webinaires qui auront lieu dans les semaines suivantes aussi. Donc, le plan de la rencontre va être séparé en 4 parties. Donc, on va parler un petit peu l'introduction, mais on ne se positionne pas, nous, en tant que spécialistes de la littérature jeunesse. On se positionne davantage, nous, en tant que spécialistes du développement de la compétence numérique, à la fois chez les élèves que chez les enseignants. Donc, ça va être l'angle qu'on va aborder, mais on va quand même, on ne fait pas passer à côté de parler de certaines œuvres, en fait, qui nous inspirent dans notre enseignement. Donc, un petit peu un topo là, de l'évolution de ce qui existe un petit peu sur le marché. Également, nos cadres de référence, donc sur lesquels on s'appuie. Donc, nous, on a des documents, des encadrements qu'on va appeler des encadrements légaux. Et on a aussi des documents qui vont être produits par le ministère qui soutiennent nos actions, mais qui ne sont pas nécessairement obligatoires. Donc, on va en parler tout à l'heure. Après ça, on va parler également de certains modèles théoriques sur lesquels on s'appuie. Donc, oui, on a nos documents ministériels, mais on a aussi une façon, en tout cas, d'aborder la pédagogie avec le numérique basée sur le développement de la créativité chez les élèves. Puis, d'ailleurs, et son impact, en fait, là, le développement de la créativité, à quel point il va avoir une valeur ajoutée pour les apprentissages des élèves. Puis enfin, on va vous parler de conclusion, quelques défis qu'on vit dans le milieu de l'éducation. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont liées peut-être à l'édition jeunesse qui participent aujourd'hui. Donc peut-être que ça va vous aider également à comprendre ce qu'on vit dans les milieux. Puis des possibilités nouvelles, donc avec les nouvelles technologies qui arrivent, là, un petit peu comment on peut entrevoir les perspectives. Donc, on commencerait donc avec l'introduction. On parle d'évolution du livre numérique en éducation, mais quand on survole les écrits, donc j'ai essayé de faire une espèce de revue de littérature sur comment le livre numérique était abordé du point de vue des chercheurs, puis on a très peu de littérature encore sur le sujet. Donc, d'ailleurs, Marcelet, ici, en 2018, elle disait que les données sur le livre numérique en provenance du Québec, mais aussi d'ailleurs, sont très rares. Donc, on se base surtout dans une perspective plus générale. Dans le début des années 2000, là, on commençait la diffusion du livre numérique. Puis nous, en éducation, le gros point là, qui a fait en sorte qu'on a démocratisé autant la consommation que la création de livres numériques, c'est vraiment la sortie du premier iPad. Donc, les tablettes numériques, ces technologies mobiles-là, en fait, ont vraiment amené nos élèves à avoir accès à des applications. On parlait d'appli livre à ce moment-là, mais également toutes les applications de création dont on va vous parler un petit peu plus tard. Ça a vraiment aidé, là. Donc, 2010. Et nous, du point de vue de la compétence numérique, en 2018, et je crois que ça doit être en lien avec la stratégie numérique dont Michel nous parlait précédemment. Je sais qu'il y a une stratégie numérique pour l'ensemble du Québec. En fait, je pense que c'est en 2017 la sortie de la stratégie numérique. Et de cette stratégie numérique-là pour l'ensemble du Québec a découlé des plans d'action dans divers domaines, dont le milieu de l'éducation. Et en 2018, on a notre plan d'action numérique, nous, en éducation, qui est apparu avec 33 mesures, dont des mesures qui étaient liées à la démocratisation des ressources numériques, aux livres numériques également, et à des mesures liées à la formation des enseignants et également à l'accès à des appareils numériques dans les classes. Donc, 33 mesures pour nous soutenir dans le développement de la compétence numérique.
On est allé chercher la définition. En fait, sûrement qu'on va la revoir dans les autres webinaires. Donc, le livre numérique, juste pour se rappeler, donc c'est un fichier. On va voir un petit peu comment on l'aborde dans le contexte de la pédagogie. On peut le télécharger, stocker. C'est des défis pour nous, le téléchargement et le stockage. Donc, on pourra en reparler aussi. On peut le lire sur des appareils numériques. Donc, on peut l'afficher et le lire sur l'écran. Donc, quand on regarde la littérature, donc on remarque qu'il y a comme deux principales formes de littérature numérique qui vont être utilisées dans nos classes. On a les livres traditionnels qu'on a en fait numérisés pour en faire des livres numériques. Donc, comme on voit ici, je ne sais pas si vous voyez sur mon écran. Donc, moi, j'ai pris une page d'un livre de Gilles Dubois, qui est un livre numérique, et je peux aller utiliser mes outils d'annotation, aller faire des activités de grammaire, par exemple, aller regarder les particularités du texte, aller trouver les rimes, etc. Donc, ça nous apporte certains avantages. Donc, on peut aller faire des recherches. Souvent, on va avoir un dictionnaire qui va être intégré. Donc, on appelle la littérature numérisée. Et puis, on a aussi des formes de littérature numérique là, qui sont davantage natives. Donc, ce sont des livres numériques qui ont été créés pour les plateformes numériques. Puis là, ici, je pense que c'est une plateforme qui est beaucoup utilisée dans les classes. Juste vous montrer un exemple, j'en ai un ici. Puis, je vais avoir besoin d'un petit signal audio. José, est-ce que tu vois mon écran? Oui, parfait. Donc, c'est Bookily. En fait, c'est une plateforme qui nous permet, comme enseignants et comme parents, il y a plusieurs petits livres, donc qui permet en fait, de donner des livres à lire à nos enfants selon leur progrès. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'élève peut le lire de façon autonome, mais il peut aussi se faire narrer le livre. Donc, si je choisis la narration ici, Gaston, on peut écouter le livre, puis je ne sais pas comment il va le faire. Écrit par Isabelle Lemay, illustré par Laurie Stein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'élève tourne les pages et peut se faire lire le livre. Donc, pour les enfants qui sont non lecteurs, ça peut être une avenue intéressante pour développer le goût de la lecture. Puis, là, on voyait, c'était une lecture qu'on appelle une lecture karaoké pour vraiment aller faire l'association des graphèmes avec les phonèmes. Puis, à la fin, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des questions de compréhension pour ces petits livres-là numériques. Il y avait 3 formes de lecture, donc de façon autonome, donc sans narration, avec narration, puis éventuellement, ça s'en vient, donc on va pouvoir, en fait, l'enfant va pouvoir s'enregistrer puis se réécouter. Donc, ça développe la fluidité en lecture, super important, en fait, pour nos élèves qui commencent à lire. Donc, si on résume un peu les 2 supports numériques qu'on vous a présentés, les livres qui étaient à la base des livres papier, qui ont été numérisés, donc on peut maintenant lire sur un support numérique, qui vont se présenter sous divers formats, donc qui vont être accessibles selon différentes plateformes et qui vont nous proposer des nouvelles fonctionnalités, donc qui vont nous permettre de travailler différentes stratégies avec les élèves, que ce soit des stratégies au niveau de la lecture ou des stratégies au niveau de l'écriture. Donc, enregistrer, surligner, un peu comme Laurie vous a présenté, c'est des fonctionnalités qui sont souvent disponibles via l'appareil numérique en tant que tel, plutôt que via le livre. Alors que le livre qui est numériquement natif, donc celui qui arrive déjà numérique, que sa première édition est numérique, elle nous permet un peu plus de profiter davantage de tous les plus-values du numérique. Donc, l'élève est en maîtrise, peut tourner les pages exactement de la même façon. Souvent, on peut voir aussi des liens cliquables vers d'autres ressources. Il peut avoir l'enregistrement audio, le petit soulignement que Laurie vous a montré dans son exemple. Donc, c'est un livre qui devient en interactivité avec l'enfant, qui lui permet aussi de manipuler et ainsi avoir une plus-value dans l'utilisation de son livre de base.
Si je peux me permettre, ici, là, vous voyez la référence dans Lasselle, c'est des travaux que la semaine dernière, Prune Letier là, parlait. Donc, je pense qu'elle fait partie de la chaire de recherche de Nathalie Lasselle, qui est d'ailleurs vraiment une référence en termes de littératie multimodale là, au Québec. Là. Donc, on regardait là, les travaux, c'est surtout cette dame là, qui a fait des recherches sur le sujet. Au niveau des livres numériques, là, on a vraiment été chercher là, ce qui était surtout gratuit, là, parce qu'on pourra en reparler dans nos défis. Nous, on a souvent besoin d'avoir des produits qui sont gratuits, donc pour faciliter l'accès dans le milieu de l'éducation. On est allé chercher certains livres numériques qui sont utilisés dans les classes. Il y en a d'autres, là, on sait, donc on a vraiment pris les principaux. Le projet ici, qui est le projet Élodile, qui sont en fait des albums qui existaient déjà, donc on a numérisé et qui ont été traduits dans d'autres langues, donc surtout en contexte de diversité. Donc, ce sont des albums qui peuvent être utilisés d'une belle ressource pour les enseignants qui travaillent en contexte, en milieu allophone, donc surtout chez les élèves plus jeunes. Il y avait l'autre exemple également, Josée, dont tu voulais parler. Est-ce que tu l'avais ouvert dans tes onglets, Laurie? Je ne crois pas. Je vais aller voir peut-être. Oui, je sais. Okay. Alors, je voulais vous présenter une ressource qui est en constante évolution, qui devient très, très, très intéressante de semaine en semaine. C'est le site de Télé-Québec qui met en ligne justement des livres qui appartiennent au domaine littéraire papier et qui, là, ont été numérisés et ont été upgradés un petit peu de façon à rendre cette lecture-là interactive. Donc, on vous présente aujourd'hui la lecture de 752 lapins. Donc, je ne sais pas, Laurie, si tu peux appuyer. Et là, il y avait une petite charge. Ouais, c'est pour ça que je l'avais ouverte tantôt. C'est pas grave, on va patienter. Donc, vous allez voir, il y a un menu qui va apparaître et qui va permettre de donner une intention à notre lecture interactive. Donc, qui va nous permettre de dire qu'est-ce qu'on veut faire avec cette lecture-là. Est-ce qu'on veut, quelle stratégie on veut travailler, vers quoi on veut s'en aller dans notre lecture, qu'est-ce qu'on veut travailler spécifiquement. Peut-être tu peux recharger la page, Laurie? Parce que moi, le lien était comme en charge. Ah. Super. Ben, je vais réessayer une dernière fois, puis sinon, à la limite, je peux peut-être arrêter mon partage d'écran. Excusez-nous, c'est juste, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit bug dans mon partage d'écran. Je vois tout le temps les participants habituellement, et là, je vois personne. Non, j'ai vraiment clairement un petit quelque chose. Regarde, je vais arrêter quelques secondes si tu veux reprendre, Josée, de ton côté. Je vais aller au partage juste ici. Je vais partager l'audio pour ne pas me faire chicaner par Gabrielle. Mais là, je n'ai pas partagé. Mais non, on ne vous chicanera pas. Max, est-ce que tu peux peut-être donner un petit coup de main, prendre 2 minutes pour régler le problème? Oui. Ben, en fait, Laurie, si tu peux juste... si tu fais juste relancer le partage. Ben, là, ça a l'air de fonctionner. Ben, là, c'est mon écran. Est-ce qu'on me confirme? Ah, c'est Josée, OK. Oui. Moi, je vois ton écran, oui. Tu as raison, moi aussi, j'ai perdu mon repère visuel en partage d'écran. Donc, voilà, donc il y a les choix ici qui nous permettent de travailler différentes stratégies selon ce qu'on souhaite travailler avec nos élèves. Donc, je vais y aller avec l'exemple d'une lecture interactive. Et encore une fois, on pourrait travailler la prédiction ou la compréhension, donc toujours au choix de l'enseignant qui va travailler avec ses élèves. Et là, ça va nous permettre... 752 lapins, de François Blais et Valérie Boivin, aux éditions Les 400 coups. Donc, il y a des petites animations mignonnes aussi là, qui attirent beaucoup plus les enfants que dans un livre. Une princesse vivait paisiblement entourée de ses 752 lapins, jusqu'au jour où l'un d'entre eux s'enfuit dans la forêt. Quels obstacles sera-t-elle prête à braver pour retrouver son lapin chéri? Donc, comme tout à l'heure, on avait une lecture karaoké donc, qui permet aux élèves de voir les mots au fur et à mesure de la lecture et d'avoir aussi un modèle de lecteur, donc de leur permettre de voir c'est quoi un bon lecteur, qu'est-ce qu'il met comme intonation, à quel endroit il s'arrête, comment il met sa ponctuation à jour et tout ça.
Et on a qui apparaît une petite boîte de texte qui nous donne notre intention de lecture. Donc, aujourd'hui, on va lire l'album en se demandant comment on aurait réagi si on avait été à la place des différents personnages. Donc, ça fait partie des stratégies en lecture que l'on travaille avec nos élèves. Donc, je vais vous montrer juste... 752 lapins. À Foufou, Valérie Boivin. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse très belle, très gentille, très riche et qui sentait très bon. Et là, si j'appuie sur le point d'interrogation juste ici, on me pose des questions qui vont essayer d'aller valider au niveau de la compréhension de l'élève. Donc, pourquoi certaines histoires commencent par « Il était une fois ». Donc, dépendamment des circonstances de la lecture, on va faire des échanges en grand groupe avec nos élèves ou encore on va demander aux parents d'en discuter avec leurs enfants. Il y avait aussi la question qui disait, est-ce que tu penses que l'image va bien soutenir le texte? Donc, est-ce que c'est vrai que tu trouves que la princesse, elle est belle, elle a l'air riche et qu'elle a l'air de se sentir bon? Donc, c'était un exemple de ce site qui est très, très prometteur au niveau de la littérature numérisée. Je vais retourner au partage. Moi, je n'étais pas en plein écran, par exemple. Je vais vous partager. Oups. Ici. Voilà. Donc, Laurie, est-ce que tu voulais nous parler de Abracadabra et Il était une histoire? Oui, bien, en fait, brièvement. Donc, Abracadabra, c'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec des chercheurs. Donc, vraiment pour aller, encore une fois, là, travailler autant au niveau de la lecture, mais que de la compréhension de lecture également. C'est très utilisé dans nos milieux, donc cette ressource. Il était une fois une histoire. C'est également, on va avoir toutes sortes d'histoires, autant de la poésie donc surtout en fait, des livres là, qu'on connaît, mais qui sont en forme numérique. Et on a une lecture audio également, donc ça peut être intéressant pour nos élèves là, qui débutent en lecture. Bookily, on l'a abordé tout à l'heure. Donc, ce sont des ressources qui sont beaucoup utilisées dans nos milieux, encore une fois, pour leur aspect gratuit, c'est la gratuité. Puis des projets aussi qui ont été réalisés là, avec des gens du milieu de l'éducation, donc des chercheurs également. À ces formes-là, on a en fait, nous, tiré là, des avantages versus des inconvénients dans le milieu de l'éducation. Donc, si on parle à la première fois, on parle de la littérature numérisée, c'est-à-dire on prend un album puis on le met en version numérique. Donc, les avantages, on en a parlé brièvement tout à l'heure, annoter le document, aller regarder, utiliser les fonctions d'accessibilité. Ce que j'entends par là, c'est que dans nos appareils mobiles, que ce soit l'ordinateur ou une tablette, ou même un portable infonuagique, on a intégré certaines fonctions d'accessibilité, une synthèse vocale, donc qui nous permet de se faire lire le texte, donc on pourrait utiliser. On peut souvent aller adapter la grosseur du caractère, donc pour peut-être des élèves qui ont certaines difficultés visuelles, aller travailler le contraste également. On peut aussi aller mettre des signets, aller faire la recherche. Donc, ce sont des outils qui sont intégrés à notre appareil numérique qui nous permettent de tirer avantage. Donc, surtout, je dirais pour... Oui, ça va, trop de travail. Je pense qu'il y a un micro d'ouvert. Mais par contre, il faut quand même regarder le côté des inconvénients, nous, dans nos milieux scolaires. Donc, c'est sûr qu'il y a un coût associé à ça, au livre numérique versus le gain pédagogique. Puis, on a problématique au niveau du nombre d'exemplaires parce que nous, on partage des appareils mobiles. Donc, ce n'est pas chaque élève qui a son appareil. Donc, si on veut avoir un projet, mais c'est sûr que là, versus un livre papier, là, donc on doit penser pour le droit d'auteur au nombre d'exemplaires puis de respecter ce droit d'auteur-là. Puis, on va vous parler plus tard de notre compétence numérique, mais on se retrouve davantage en consommation d'éléments numériques plutôt qu'en création. Puis, il y a moins d'interactivité là, versus les produits là, dont José vous parlait tout à l'heure. Puis, la question de droit d'auteur, là, je l'ai déjà abordée. L'autre côté, au niveau
de la littérature là, qui est davantage native, là, qui a été créée pour les plateformes numériques. On va placer l'élève davantage en interactivité. Donc, c'est sûr qu'on veut le rendre le plus actif possible, notre élève là, en situation d'apprentissage. Puis, on a beaucoup de soutien pour nos lecteurs débutants. Donc, favoriser le goût de la lecture, là, ce sont de beaux outils. On peut aller manipuler aussi. Il y avait une histoire que j'utilisais, malheureusement, elle n'est plus disponible, mais c'était vraiment une œuvre d'art. C'était une histoire sans texte. Le petit chaperon rouge, mais sans texte, et il était complètement interactif. Donc, on pouvait appuyer sur certains éléments. Et puis là, l'élève nous racontait l'histoire en même temps qu'il manipulait les éléments. Donc, il avait déjà entendu l'histoire du petit chaperon rouge, donc ça lui permettait d'aller faire un rappel de l'histoire. Ces formes de livres-là aussi également, il y a beaucoup de jeux donc qui vont nous permettre de réinvestir nos apprentissages, prolonger le tout. Puis les autres éléments, on en a parlé. Modèle d'auteur, donc également. Donc, on va voir tout à l'heure, les élèves ensuite vont créer ces contenus-là. Donc, ça leur donne des beaux exemples pour leurs œuvres aux élèves également. En fait, là, nos désavantages, c'est qu'on a peu de ressources disponibles gratuitement. Puis, on a encore une fois notre problématique de droit d'auteur en éducation. Donc, voilà. Oh, c'est moi qui ai je m'excuse, c'est moi qui ai le contrôle. Je t'écoutais. Bon, deuxième étape, on va vous parler des cadres de référence sur lesquels on s'appuie dans notre travail quotidien avec les livres numériques. Naturellement, il y a les programmes, devrais-je dire, qui couvrent les différentes matières que les enseignants doivent travailler avec leurs élèves et aussi la progression de ces apprentissages-là dans différents domaines. Donc, principalement, le livre numérique nous permet de développer 2 compétences reliées à la littératie, donc lire des textes variés et aussi écrire des textes variés parce que souvent, dans les classes, la stratégie qui est utilisée, c'est qu'on part d'un modèle littéraire, d'un auteur en particulier ou d'un style qu'on apprécie et on démontre aux élèves c'est quoi les stratégies gagnantes pour écrire un texte. Donc, on leur permet d'avoir ces auteurs-là en modèle pour qu'eux puissent ensuite écrire et composer à leur auteur. On remarque que dans ces descriptifs de compétences-là, qui datent quand même de 2009, qu'on parle déjà de présenter et d'utiliser différents supports numériques ou pas. Donc, on essaie déjà d'intégrer cette technologie nouvelle qui est disponible de plus en plus. Donc, lire des textes variés sur du papier de façon multimodale également. Donc, l'intégration du livre numérique se fait à cet endroit-là. Et aussi, au niveau de l'écriture, donc, c'est quoi l'utilité et l'efficacité, la plus-value qu'on aimait tout à l'heure, d'intégrer la technologie, le numérique, dans nos textes de petits écrivains. On va vous en reparler un petit peu plus loin. Et naturellement, pouvoir utiliser les outils de référence qui sont disponibles un peu partout sur le web et dans les livres numériques. Si je peux me permettre, Josée, là, vous allez voir, nos références ont l'air étranges. Là. On parle de MELS, de MEC, de MES, de MEC. En tout cas, vous allez voir là, tout au long. Et ça, c'est toujours le ministère de l'Éducation du Québec. C'est juste qu'il change de nom peut-être une fois par 2 ans. Donc là, on a l'air d'avoir des références un peu éparpillées, mais c'est vraiment du ministère de l'Éducation dont on parle. Puis, on a parlé, j'ai oublié de l'ajouter, là, mais la première version du programme est de 2001, la première version du programme. Donc, Josée disait ça remonte quand même à il y a longtemps, là, mais oui, quand même, on parlait déjà de l'intégration du numérique à ce moment-là. Donc, nous, notre cadre de référence, notre spécialité à Josée et moi, c'est vraiment la compétence numérique, le développement de cette compétence. Donc, nous, on travaille, on appelle la compétence numérique. Donc, il y a une compétence, mais elle est divisée en 12 dimensions, dont vous voyez les éléments centraux. On va parler de citoyen éthique, donc comment l'élève va en fait agir en citoyen éthique, donc utiliser le numérique
dans le respect de sa santé. Donc, on va parler de toute l'hygiène de vie avec le numérique, mais également en respectant le droit d'auteur. Donc, comment on se comporte sur le web, donc, fait partie de notre dimension centrale. Puis, on a également les habiletés technologiques, donc, pour vivre dans une société qui est de plus en plus numérisée. Donc, ce sont les 2 dimensions principales. Et vous voyez toutes les autres pièces de casse-tête. Donc, on va travailler 10 autres dimensions qu'on passe du numérique pour l'apprentissage, à la collaboration, à la créativité, résolution de problèmes. Donc, vous les voyez à l'écran. Ce sont toutes des dimensions qu'on va travailler qui vont être transversales, en fait, aux apprentissages qu'on va réaliser au niveau des disciplines avec nos élèves. Donc, de cette compétence-là, si on regarde la diapositive suivante, on a, en fait, la compétence numérique est arrivée en 2019, puis en 2020, en décembre 2020, est apparu en fait, on a sorti un nouveau référentiel des compétences professionnelles. Donc, ça, ce sont les compétences des enseignants. Et ils ont une nouvelle compétence qui s'appelle, avant elle avait un autre nom, il y en avait une depuis 2001 aussi, mais maintenant la compétence s'appelle de mobiliser le numérique. Donc, c'est-à-dire on utilise le numérique, oui, mais ça fait partie de c'est en synergie avec tout ce qu'on fait dans notre classe. Donc, on fait bénéficier les élèves, puis les acteurs éducatifs. Puis, ce que j'aime là, beaucoup, là, c'est les enseignants, évidemment, leur posture critique, mais ça permet d'enrichir l'apprentissage, mais c'est dans une perspective d'une utilisation créative et appropriée des outils numériques pour les élèves. Donc, c'est vraiment là, ce qui est le ministère, là, en fait, le cadre de référence à la compétence professionnelle est une obligation. Donc, c'est ce qu'on exige des enseignants. Parmi les 10 pièces de casse-tête que Laurie vous a présentées tout à l'heure dans la compétence numérique, il y en a un sur lequel on va s'attarder plus particulièrement aujourd'hui, qui représente la dimension 7, donc qui est la production de contenu avec le numérique. On vous a parlé tantôt du livre numérique en tant que tel, mais on veut en découler de ça le modèle qui sert à nos élèves et à nos enseignants pour ensuite en venir à produire du contenu. Le pourquoi de cette importance-là, c'est qu'on essaie de préparer nos élèves à leur venue dans la société et qu'on veut qu'ils soient capables justement d'utiliser le numérique comme il se doit de façon stratégique, mais aussi responsable, avec créativité et pouvoir résoudre des problèmes numériques pour fonctionner en société. Parce que on le sait, ça va vite. La pandémie nous a aussi joué ce tour-là de se rendre compte que, oups, on n'était peut-être pas tout à fait prêt à utiliser le numérique quotidiennement dans la majorité de nos activités de la journée, mais c'est ce qu'on essaie de faire chez nos élèves. Donc, on essaie de les amener à produire ou même à coproduire, parce qu'on connaît les bienfaits de la collaboration, divers contenus avec le numérique. Aujourd'hui, on va s'attarder principalement sur le livre numérique. On va leur demander aussi, on va leur enseigner comment sélectionner les outils de façon appropriée en fonction du contenu et de la production, aussi de l'auditoire qu'ils veulent atteindre. On va aussi essayer différents supports médiatiques, donc on va en parler tout à l'heure un peu, pour bonifier un peu ces productions-là, pour pouvoir avoir un maximum d'effet sur son auditoire. Et naturellement, on va en venir avec les plus vieux à consulter et à utiliser les différents contenus qui sont disponibles, soit dans l'environnement immédiat, donc qu'on met à leur disposition, ou encore des productions sur le web qu'on peut traiter comme ça et découvrir dans l'environnement qu'est Internet. Cela dit, toujours en respectant le point de vue éthique et le point de vue légal. Donc, on essaie déjà de leur présenter ces différents aspects. Ce qu'on dit aux enseignants, nous, c'est en fait, on veut que, parce que nos élèves sont habitués de consommer du contenu numérique. Vous avez peut-être des enfants à la maison, donc ils vont consommer beaucoup de vidéos YouTube, ils vont consommer du contenu sur TikTok, Instagram, donc vous connaissez les plateformes. Ils vont être en consommation interactive, on en parle juste après, là, mais avec les jeux vidéo. Mais là, on veut qu'ils passent de ces consommateurs-là de contenu numérique à des producteurs, des créateurs de contenu numérique.
J'y vais pour Bloom, ou tu y vas? Oui, ben on va se compléter. Hein, on est, dans le fond, c'est une taxonomie, la taxonomie des processus cognitifs de Bloom, c'est la version révisée qui a été révisée en 2001 par Anderson et Quatro, qui est beaucoup utilisée quand on parle d'apprentissage. Mais ça, peu importe les milieux, on peut être au niveau universitaire, mais comme on peut être dans l'apprentissage plus technique. On classe les processus, donc si vous voyez dans le bas, là, ce sont les processus cognitifs là, qui sont peut-être, si on prend les 3 plus bas, là, mémoriser, comprendre, appliquer, on va les appeler les processus cognitifs de plus bas niveau. Et analyser, évaluer, créer, donc ce sont des processus cognitifs de plus haut niveau. En fait, ce qui arrive, c'est qu'à long terme, donc si on veut un apprentissage qu'on appelle en profondeur, donc pas juste un apprentissage en surface, c'est qu'on va mémoriser du contenu, qu'on va après ça répondre à un examen choix de type, puis finalement, on ne s'en rappelle plus un an après. Donc moi, je me rappelle avoir étudié pour mes cours d'histoire et de géographie par cœur, puis je pense pas que je pourrais recracher là, aujourd'hui le contenu, en tout cas. Donc, tandis que quand on amène nos élèves à faire une production, donc on est plus dans la créativité, c'est sûr qu'on va aller chercher des processus cognitifs de plus haut niveau. Et on va solliciter en fait un apprentissage davantage en profondeur. Le fait également là, de regarder les productions de d'autres élèves, donc et de les critiquer, donc critiquer avec bienveillance. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec nos élèves. Va aussi amener nos élèves à réfléchir sur leurs propres apprentissages. Donc, on vous a mis quelques exemples. Je ne sais pas si tu m'en as mis quelques-uns, là, Josée, là, pour chacun des processus cognitifs. En quoi, on pourrait associer l'utilisation du livre numérique. Tout à fait. Donc, dans le processus cognitif qui est le plus à la base, donc celui qui est le plus concret pour la majorité des élèves, c'est au niveau de la mémorisation. Donc, être capable de repérer de l'information dans un livre, connaître les règles de base associées à ça. Ensuite, comprendre. Donc là, on devient un petit peu plus pointu dans la compréhension globale. On n'est plus juste dans le concept de lire les mots, mais bien d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'auteur voulait nous dire. Saisir des fois des sous-entendus. Donc, dans la langue française, on sait qu'il y a beaucoup de sous-entendus ou d'expressions qui ne veulent pas nécessairement dire littéralement ce que l'élève lit. Donc, essayer de les amener à comprendre un peu ces différents styles de littérature-là. Ensuite, on les amène aussi à réinvestir dans d'autres contextes. Donc, souvent, à la suite d'une lecture, on peut les amener à essayer de reprendre ce qu'ils ont appris dans leur lecture et aller le réinvestir ensuite. Même chose pour appliquer une procédure. On voit ça, tu sais, la littératie, chez les jeunes, ce n'est pas juste la littérature, il y a aussi la lecture courante au quotidien. Donc, est-ce que je suis capable de suivre une recette? Est-ce que je suis capable de comprendre les différentes étapes et de savoir que c'est important de les suivre? Donc, on peut aussi leur demander d'appliquer ces procédures-là. Tantôt, Laurie parlait qu'on se servait de l'écriture des pairs pour analyser et essayer de donner une rétroaction qui va nous permettre nous-mêmes de construire nos propres intérêts, nos propres textes par la suite. Mais on se sert aussi de textes qui existent déjà pour construire notre propre appréciation des œuvres. Donc, quel style je préfère? Donc, le livre de recettes fait aussi partie des trucs qu'on peut observer. Est-ce qu'on est capable, après ça, d'appliquer cette procédure-là? Et à la limite, est-ce qu'on est capable d'appliquer à l'écriture ce style-là qu'on aime et qu'on a observé et qu'on a utilisé chez les auteurs? Ensuite, l'analyse, là, on vient dans un processus qui est un petit peu plus abstrait. Donc, c'est sûr qu'on demande ça souvent chez les élèves qui sont un petit peu plus âgés. Quoique comparer deux œuvres, ça peut être fait chez des élèves très jeunes également. Donc, qu'est-ce qu'il y a de semblable dans les deux styles littéraires? Extrais-moi les éléments qui te font penser à tel élément de ta vie courante. Faire un compte-rendu, résumer son histoire sans que ça prenne plus long que l'histoire elle-même. Hein? On a des élèves qui sont champions de ça. Quand ils résument, ils se perdent dans les détails interminables. Donc, c'est une compétence à développer également.
Ensuite, évaluer une œuvre, donc être capable de la critiquer avec bienveillance et non pas juste pour la critique. Mettre en relation plusieurs concepts dans cette œuvre-là pour être capable de lui donner toute sa valeur et généraliser d'autres concepts qui sont issus de nos lectures. Finalement, et c'est là qu'on voit que la création permet les apprentissages les plus durables et les plus profonds, c'est être capable de réaliser une production numérique ou juste en écriture ou en lecture, et donc être capable d'imaginer un livre. Qu'est-ce qui va faire plaisir à mes lecteurs? De quoi je pourrais parler? Trouver un sujet, ça fait partie des étapes aussi qui sont plus difficiles pour les élèves. Et puis, finalement, concevoir ce livre-là du début à la fin. Puis ce qu'il y a de très agréable avec le numérique qu'il n'y avait pas avant, c'est toute cette possibilité d'aller publier en ligne, d'aller présenter à un auditoire vraiment plus large et vraiment plus vaste que juste papa, maman, grand-maman, et d'avoir de la rétroaction, d'avoir du feedback de nos lecteurs avec toutes les plateformes sur le web qui sont disponibles maintenant. Est-ce que Laurie, tu voulais ajouter quelque chose pour ça? Non, c'est parfait. On va pouvoir passer à notre amie Margarida Romero, qui est une chercheuse en utilisation du numérique en éducation, donc qui a fait ses travaux surtout au niveau de la créativité, comment on peut engager nos élèves. Donc, on parle de l'engagement créatif de l'élève. C'est un modèle qu'on présente quasiment systématiquement aux enseignants qu'on forme, donc pour les amener à réaliser en fait, où ils se situent dans leur utilisation du numérique. Donc, si vous voyez là, le premier niveau, là, donc c'est 5 usages des technologies en éducation. Donc, le premier niveau qui est la consommation passive, si je peux faire un lien avec ce qu'on a discuté tout à l'heure, donc c'est vraiment aller prendre un livre numérique, simplement le consulter, le regarder un texte de façon traditionnelle, là, si on peut dire, donc consulter un livre numérique. Si on passe au niveau de consommation interactive, mais ce serait davantage l'interaction avec le livre numérique. Donc, lorsqu'on a soit des petits questionnements qui nous apparaissent dans notre lecture, comme la présentation là, des 400 lapins de Télé-Québec, on pourrait aussi avoir une piste audio, peut-être des questions métacognitives pour amener nos élèves à réfléchir sur le texte. Et après ça, en fait, ça, ce sont les niveaux, là, consommation passive, consommation interactive. Donc, ça, ce sont nos jeunes, ils sont habitués de consommer du contenu numérique. Donc, ils ont cette habitude-là. Alors, quand on passe à la création de contenu et les 3 autres usages des technologies là, qui sont à droite, donc on est dans la créer un livre numérique, on le ferait de façon individuelle, donc au premier niveau de création. Donc, à partir de là, c'est sûr qu'on est quand même dans des apprentissages là, qui sont beaucoup plus profonds, un engagement de l'élève aussi qui va être davantage engagé sur la tâche, donc la motivation va également se faire sentir. Mais là, après, on peut passer en co-création de contenu. Donc, on va créer avec des pairs. Donc, ça peut être un élève, ça peut être une équipe de 3-4 élèves. Moi, c'est quelque chose que je faisais régulièrement en classe. Je pense que j'ai osé aussi, donc, l'écriture collaborative. Donc, on va créer un récit en collaboration. Donc, on va d'abord faire un plan ensemble. Donc, c'est pas évident là, pour des jeunes élèves. Donc, il faut vraiment leur enseigner des stratégies de collaboration. On émet nos idées, on structure notre texte. Après ça, on écrit ensemble un texte dans un document collaboratif. Puis après ça, on en fait une production qui va insérer là, de l'audio, de la vidéo, etc. Donc, co-création de contenu. Et puis, le niveau le plus élevé, l'usage des technologies, qui s'appelle la co-création participative de connaissances. Et ça, on va souvent partir d'une problématique, d'une situation où on a besoin d'avoir une solution. Donc, je pense souvent, on donne cet exemple-là pour nos élèves plus vieux. On va dire, OK, on voudrait créer des récits numériques pour aider nos élèves plus jeunes dans leur lecture. Et là, on va se faire un projet de classe où nos équipes vont construire des récits numériques qui vont être disponibles ensuite pour nos élèves plus jeunes. Ça pourrait être également des capsules explicatives sur des contenus disciplinaires, donc qui vont partager à des élèves plus jeunes. Vous allez voir, on a un super bel exemple un petit peu plus loin d'une co-création participative de connaissances. Et souvent, mais il va y avoir une diffusion à
plus large échelle parce qu'on répond à un besoin, donc quand on est en co-création participative de connaissances. Et là, vous voyez dans le haut, bien, on a notre flèche qui est notre engagement créatif de l'élève. Puis nous, pour nos enseignants, ce qu'on leur dit pour les amener à être motivés à faire de la co-création participative ou même de la création de contenu, c'est que votre tâche à vous comme enseignant, elle va diminuer. Donc, plus vos élèves sont en créativité et moins vous avez besoin de travailler parce que ce sont vos élèves qui vont démontrer leurs apprentissages à partir de zéro. Donc, c'est vraiment eux qui vont tout créer du début. Donc, là, voilà. Ce n'est pas d'encourager la paresse chez les enseignants, mais bien d'augmenter l'engagement de l'élève dans son travail, donc de façon à ce qu'il soit en mesure de faire de réels apprentissages et de s'investir complètement dans un vrai projet. Ce qu'on explique aussi à nos élèves, puis moi, quand j'étais en classe avant, je présentais ce modèle-là à mes parents, c'est que c'est pas nécessaire d'être toujours en création dans les bulles de droite, mais c'est nécessaire de ne pas rester seulement en consommation. Donc, les livres numériques actuels nous permettent cette consommation passive et interactive-là et sont utiles parce qu'ils nous servent de modèle, parce qu'ils nous permettent de faire des apprentissages qui se situent un peu plus bas dans la pyramide de Bloom. Mais pour réussir à aller vraiment dans des apprentissages qui sont profonds et plus concrets pour l'élève, il faut les amener à faire de la création et de la co-création. Superbe. Dans la pratique, on passe, là, on passe à ce qu'on voit concrètement dans les classes, le centre de notre travail à Laurie et moi, c'est d'accompagner les profs, les enseignants à découvrir les possibilités numériques à l'aide de ces outils de création-là. Donc, on les a séparés en 3. Il y a les applications qui sont natives des suites infonuagiques qu'on connaît, qui sont populaires. Donc, on pense à la suite Google, à la suite Microsoft. Apple, qui est de plus en plus présent aussi sur les iPads avec des suites qui sont l'équivalent de nos 2 précédents. Donc, pour faire du traitement de texte, pour créer des montages diaporamas un peu comme celui que vous avez sous les yeux, qui nous permet aussi peut-être de partager sur le web ou d'y aller plus avec l'option crayon pour dessiner et écrire manuellement. Et là, on a un exemple sur les feux de forêt qui est issu de Page, il me semble. Oui. J'hésite entre Keynote et Page, là, mais il est juste ici, sur les feux de forêt. Et ce qu'on aime beaucoup de ces outils numériques-là, c'est qu'ils permettent un produit fini d'une belle qualité. Donc, les enfants, quand ils voient ça, ils sont déjà tout de suite ébahis du produit qu'ils sont capables de fournir. Donc, un livre rapido presto sur les feux de forêt créé par 2 petites cocottes de 5e année. Ensuite, on vous a regroupé les applications de création qui sont spécifiquement dédiées à l'éducation, donc qui ont été réfléchies pour l'utilisation des élèves plus jeunes, donc souvent qui sont plus faciles d'accès au niveau du visuel, donc les boutons sont plus évidents à trouver. Ils permettent souvent les mêmes fonctionnalités que, disons, les applications pour les grands, mais souvent, ils permettent que tout soit regroupé à la même place et plus facile d'accès pour nos élèves. Souvent, il y a un micro intégré qui permet aux élèves d'enregistrer, donc comme vous avez vu au début du forum, qui leur permet aussi de nous présenter leur histoire, donc d'associer l'effet de lecture à cette création-là qu'ils ont fait. J'ai 2 exemples à vous présenter. Un qu'on aime beaucoup, une application qu'on utilise vraiment beaucoup, elle s'appelle Book Creator, donc le créateur de livres. Elle est disponible sur le web et en application sur iPad, vraiment simple d'utilisation. Et une fois que c'est terminé, elle permet également d'avoir un produit fini qui est assez intéressant et d'avoir un livre qui a vraiment l'air d'un livre numérique. C'est une création d'une enseignante, donc le but étant de permettre à ses élèves de dessiner un bonhomme de neige. Donc, voyez-vous, elle a mis le matériel nécessaire, mais comme elle était au préscolaire, donc ses élèves étaient les élèves non lecteurs, elle a également mis des petits trucs, des petites capsules, pastilles audio pour permettre à l'élève d'entendre la consigne. Donc, je vais vous montrer un exemple. Pour commencer,
traces un grand cercle dans le haut de ta feuille, ce sera la tête de ton bonhomme de Donc, neige. élève lecteur ou non peut utiliser ce livre-là pour réaliser son dessin de bonhomme de neige. J'ai Si aussi... je peux me permettre. Vas-y, Laurie. Oui, bien, je voulais me permettre, en fait, c'est qu'avec la pandémie et l'enseignement, soit hybride, à distance, comodal, là, tout dépendant de où on en est et combien on a d'élèves de sortie de classe et tout ça, ce sont des outils qui peuvent autant être utilisés en classe, dans les ateliers, que l'élève lorsqu'il est à la maison avec son parent. Donc, on vient favoriser son autonomie ici. Vous savez ce que c'est, là, faire l'enseignement à distance avec nos enfants, mais alors qu'on travaille en même temps. Donc, ça favorise l'autonomie de nos élèves plus jeunes. Donc, ça, ce sont vraiment des beaux outils qui nous soutiennent là, dans l'enseignement, autant à distance qu'en présentiel, mais surtout dans notre contexte actuel. C'est bien que tu le soulignes, puis ça me fait faire du pouce sur l'idée. Les suites infonuagiques et Book Creator, qui est également une application en ligne, nous permettent aussi d'offrir une rétroaction à l'élève pendant qu'il est en train de faire son travail. Donc, c'est quelque chose de possible, même si l'élève est à distance, d'aller lui écrire un petit mémo sur une section de son texte qui serait améliorée ou encore d'aller lui enregistrer un commentaire audio pour l'amener un peu plus loin dans son travail. Donc, on le disait tantôt, hein, la pandémie nous a poussés à user de créativité, mais c'est des choses positives qui sont ressorties de cette grande histoire pandémique-là. Mon autre outil que j'aime vraiment beaucoup, c'est de la série Duck Duck Moose, qui est vraiment une belle série pour les élèves non lecteurs, donc qui permet d'utiliser plein de personnages, de les faire bouger. Donc, pour nos élèves en prélecture, de se familiariser avec le récit. Il y a un début, il y a un milieu, une fin, il faut qu'il arrive quelque chose. Donc, raconte-moi une histoire. On peut même lui préparer un plan à l'avance. Ça donne quelque chose d'intéressant. J'avais pas d'exemple de petit Coco. C'est quand même un élève assez âgé qui vous présente ça, mais on travaillait spécifiquement pour ce travail-là, la rime et l'utilisation du verbe à l'imparfait avec le si et le conditionnel dans la deuxième moitié du texte. Donc, je vous donne l'exemple. Si j'étais un champignon, je serais pris par les schtroumpfs comme gigantesque maison. Si j'étais un champignon, je mangerais les arbres décédés, horribles et grognons. Je te dévorerais comme un vrai cochon si tu étais un beau champignon. Bon, vous voyez le concept. L'idée étant qu'on a travaillé une certaine notion en français, on s'est inspiré d'un style littéraire, on a écrit notre texte et on a fait notre présentation sous forme de petite animation comme celle-là, qui était issue de la série Duck Duck Moose qui est juste ici. On vous a également mis en bas d'autres types d'applications qu'on aime vraiment beaucoup. Canva, c'est comme notre meilleur ami, à Laurie et moi, on trouve que ça fait des produits finis très intéressants. Et il y a une banque d'images libres de droit. On parlait tantôt de citoyenneté numérique, on va en reparler plus tard, qui est vraiment intéressante parce qu'elle permet d'utiliser une panoplie d'images sans se soucier si elles sont libres de droit ou pas. Puis on a la chance, nous, on l'a mis dans les autres applications de création parce qu'on sait que Canva, c'est une application qui est utilisée là, au niveau de monsieur, madame, tout le monde, là, qui n'est pas spécifique à l'éducation. Mais ils nous ont en fait ouvert une version depuis l'année dernière qui est une version Canva Pro, mais pour l'éducation. Donc, pour nous, donc toujours en question en termes de gratuité, toujours, c'est sûr que c'est une option intéressante parce qu'on peut créer notre classe, donc et amener nos élèves à faire leur livre numérique ou leur création parce qu'on peut faire des magazines, on peut faire des infographies, un paquet de trucs et suivre le progrès de nos élèves également, donc lorsqu'on crée notre classe. Puis ça, c'est mon fils, c'est mon garçon l'année passée quand il était en enseignement à distance. Donc justement, son enseignante avait partagé un concours qui avait été fait par c'est M. Bergeron, je pense Alain Bergeron, qui fait les savais-tu. Oui, c'est ça. Donc, il fait les savais-tu que. Donc, il avait lancé un concours pendant la pandémie pour qu'un élève crée un livre qui parlait d'un animal qui faisait pas partie de sa collection. Bon, Jules n'avait pas gagné, mais quand même, il avait participé. Donc, il devait reproduire un peu le style des savais-tu que. Donc, il l'avait fait avec Canva. Donc,
C'est un une autre. collaboration qu'on a avec les auteurs de la littérature jeunesse. Il y en a plusieurs qui sont près de leur public comme ça et ça a créé une espèce de vague aussi au début de la pandémie. Il y en a plusieurs qui ont fait des animations dans des lives pour justement soutenir ces élèves-là qui étaient à distance et ce concours du généreux M. Bergeron qui faisait partie de cette liste. On vous a mis également Calaméo, qui est plus un support numérique, si je ne me trompe pas, Laurie, qui est comme une bibliothèque virtuelle qui permet d'héberger des créations d'élèves. Donc, on parlait tantôt de présenter notre contenu à un public plus large. Calaméo nous permet ça. Et Spark, qui est de la série Adobe, qui permet également de créer des livres en animation. On peut ajouter de la voix, voix, image. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour aller faire notre mise en récit numérique, d'avoir toujours l'audio, la version audio. Alors, concrètement, dans la salle de classe, comment on utilise le livre numérique avec nos élèves? On les a... bon, là, ça, c'est la recherche Bédard-Portelance 2021. Là, il n'y a pas de recherche... là-dessus, c'est vraiment juste notre expérience qui parle, puis on a essayé d'englober tout ce qu'on connaissait du sujet. On remarque que les enseignants l'utilisent principalement pour développer la compétence littéraire, donc la littératie chez leurs élèves. On en a parlé depuis le début, là, on ne fait que ça. Donc, des compétences en lecture, en écriture, en partage, en lecture, tout ça, bon, on en a parlé. Ensuite, démontrer les apprentissages. C'est un outil, quand on est dans la création, qui permet à l'élève, pas seulement de développer sa compétence littéraire, mais de démontrer qu'est-ce que j'ai appris. Donc, tout à l'heure, l'exemple du livre des oursins de Jules aurait pu faire partie de cette catégorie-là. Donc, Jules a fait des recherches sur les oursins, a appris des choses sur les oursins, et là, il nous démontre qu'est-ce qu'il a appris. Donc, je reste vraiment dans un niveau taxonomique très élevé dans ma pyramide de Bloom. Là, je vous ramène à nos diapos précédentes, et toujours ça de façon créative. Donc, je ne suis pas en train de lui demander de répondre à un questionnaire sur les oursins. Je suis en train de lui demander « Qu'est-ce que tu as appris? Explique-moi ce que tu as appris. » Donc, au niveau métacognitif, c'est encore un petit peu pas mal plus puissant. Troisième utilisation, on aime beaucoup le livre numérique parce qu'il nous permet d'offrir à nos élèves, et là, on n'aimait pas de différenciation pédagogique, là, mais il nous permet d'aller rejoindre tous les élèves dans tout leur style d'apprentissage et en essayant de combler chacun des lacunes de ces élèves-là. Donc, de façon à les faire progresser, on va vous donner des exemples tantôt, là, ça va être un peu plus concret, mais ça nous permet d'aller chercher différentes entrées. Donc, d'utiliser, par exemple, de l'écriture plus grande pour des élèves qui auraient des difficultés visuelles, mais aussi d'utiliser l'audio pour des élèves qui auraient des difficultés auditives ou juste pour des élèves qui auraient envie d'avoir un modèle de lecteur sans difficulté spécifique. Donc, vraiment d'aller rejoindre tous les styles d'apprentissage et de permettre, et là, Laurie, c'est toi qui vas nous parler de ça. Est-ce que tu veux en parler maintenant ou tu veux qu'on attende de se rendre à la diapo plus précise? En fait, puis là, je voulais apporter une nuance. Là, quand on parle de style d'apprentissage, on ne parle pas du mythe, là, parce qu'il y a un neuromythe qui entoure. Là, il y avait une théorie qui avait été dite, là, qui avait été un peu intégrée dans tous les milieux scolaires, donc qui finalement était un mythe d'apprentissage. On parle davantage des portes d'entrée, là, José vous l'a dit, donc l'élève, là, les diverses façons dont il s'engage, puis on appelle ça une conception universelle de l'apprentissage, puis on peut faire le lien un petit peu avec la fameuse rampe d'escalier qu'on a dans les bâtiments. Donc, parce que la conception universelle d'apprentissage, c'est lié à l'architecture. On s'est basé en fait sur l'architecture à la base, où on va faire en sorte que les bâtiments sont accessibles pour tout le monde. Donc, autant pour la personne en fauteuil roulant que la maman qui va arriver avec sa poussette, la maman ou le papa qui va arriver avec sa poussette et son bébé. Ou n'importe qui qui veut descendre avec la rampe. Donc, c'est un peu basé, les travaux là, de la conception universelle d'apprentissage sont davantage basés là, sur ce principe-là, donc sur les travaux en architecture. Donc, on conçoit des situations d'apprentissage avec des façons d'engager les élèves qui vont être différentes, donc variées, qui vont répondre à leurs besoins diversifiés, qui vont également
en fait, mobiliser plusieurs stratégies également liées à l'apprentissage, puis enfin, qui vont permettre à nos élèves d'aller chercher des motivations qui sont diverses. Puis là, ça peut être autant dans la façon que je vais partager mon contenu que dans la façon où je vais, là, comme Josée disait, consommer ce contenu-là. Donc, c'est vraiment dans les diverses portes d'entrée de nos élèves. Donc, ça, le numérique nous soutient énormément dans cette réponse-là aux besoins diversifiés de notre clientèle. Finalement, dernière utilisation qu'on a regroupée, qui est souvent plus utilisée par l'enseignant pour les élèves, c'est pour présenter du contenu. Donc, que ce soit des plans de travail, des informations, une méthodologie quelconque, c'est juste que ça rend la présentation beaucoup plus dynamique et interactive. Donc, on a des exemples à vous présenter. Et fidèle à nous-mêmes, on s'est dit qu'on allait avoir pas assez de choses pour l'heure, puis finalement, on va manquer de temps, Laurie, si je regarde. Oui, j'ai regardé aussi. Alors, développement de la littératie, j'ai 2 exemples pour vous qui permettent de la création. Donc, dans la taxonomie de Bloom, je suis en haut de ma pyramide, qui permet de réinvestir certains apprentissages qu'on a faits. Dans mes dimensions de la compétence, je fais de la résolution de problèmes. Je vais vous en parler dans le livre de recettes qui est juste ici. Je produis, je diffuse du contenu, je collabore également. Et donc, il y a l'histoire ici. Je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment intéressante. C'est une création de contenu par un élève de première année. Et le pourquoi je la trouve bien, c'est que la création en tant que telle, c'est faite sur papier. Ça s'est vraiment fait très tôt dans l'année, ça vient d'être publié. Et c'est seulement au niveau du produit fini, de la diffusion qu'on a utilisé le numérique et pas du tout en création, juste en support à ma création papier. Donc, je vous montre un petit extrait. Voici Dash. Dash est un robot. Il y a d'autres couleurs comme blanc ou noir. Dash peut animer aussi. On peut changer de lumière comme multicolore. Je veux souligner que oui, il reste des fautes et on le sait, et ça fait partie du processus littéraire chez nos élèves. Donc, première année, 5-6 ans, on s'attend à ce qu'il y ait certains mots qu'ils soient capables de faire. Et déjà que mon coco ait fait des phrases complètes avec une majuscule à un point, on se dit qu'il répond aux exigences. Donc, puis en fait, c'est que l'enseignant, avant d'arriver à une production comme ça, c'est que l'enseignant a un objectif d'apprentissage. Bien, en fait, il veut développer soit une stratégie ou un élément très particulier au niveau de la grammaire. Donc, c'est sur cet élément-là, en fait, que l'élève va travailler et qu'il va recevoir de la rétroaction de son enseignant. Puis là, ça serait de surcharger l'élève que d'y donner de la rétroaction sur tous les éléments en même temps. Donc, on va y aller progressivement selon le développement de l'élève où il est rendu. Là. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est une co-création de participative de connaissances. Donc, la dernière étape dans la gradation de notre amie Margarida Romero, c'était un projet en lien avec une thématique de science où on s'était posé la question, qu'est-ce qu'une bonne alimentation, comment on fait pour manger en santé? Et mes élèves avaient soulevé la problématique que mais les gens ne savent pas quoi manger, ne savent pas que c'est une bonne façon, c'est quoi une bonne façon de s'alimenter. Donc, on en était venu à faire une co-création ensemble sur un livre de recettes santé et Dieu sait qu'on avait travaillé vraiment fort, parents et élèves inclus. Donc, on avait pris des photos de nos recettes à la maison et ensuite, on avait fait notre montage dans Book Creator et là, j'ai envie de vous montrer des futurs cuisiniers à l'œuvre. Voilà, donc Amy qui nous montrait comment faire un sorbet à la mangue. Et donc, les recettes avaient été faites à la maison. Certaines nous avaient envoyé des photos. Donc, c'est vraiment un projet. Les élèves m'en parlent encore. Là. Quand je les croise, ils m'en parlent encore. Hey, tu te souviens-tu, livre de recettes? J'ai fait telle recette. Donc, au niveau de l'aspect significatif et authentique de la création, on est vraiment très haut dans la taxonomie et très loin dans la gradation de Romero.
Puis, tu sais, ce qui est bien avec ces projets-là, c'est qu'ils gardent un produit. Donc, ils ont la production, ils ont un souvenir, puis ils peuvent refaire également, eux, les recettes des autres amis de la classe. Donc, c'est sûr que tu sais, je suis certaine que quand ils auront 30 ans, 35 ans, bien, ils vont encore se rappeler du livre de recettes qu'ils vont avoir fait dans la classe de Mme José en 3e année. Donc, ce sont des souvenirs qui nous marquent. Donc, moi, je me rappelle d'avoir fait un livre quand j'étais en 5e, 6e année. Puis, c'est encore un souvenir, là. Donc, c'est ce qui fait que ce sont des apprentissages profonds pour nos élèves et authentiques, significatifs aussi. Peut-être qu'on peut aller avec juste un exemple ici. Donc, on va y aller avec nos cocos plus jeunes. Le savais-tu? On en a montré un tout à l'heure. Donc, une production pour la démonstration des apprentissages. Donc, ce qu'on vous expliquait, c'est qu'on... Hein? Oui? OK, c'est juste ici. Donc, les papillons. Le papillon pond des œufs. La chaîne les mange. Le papillon boit le nectar des fleurs. Chaque élève avait sa page à remplir, à effectuer, co-création de contenu. Donc, ici, bien, on avait une thématique, c'est des élèves du préscolaire. Donc, on avait une thématique qui était liée aux insectes. On avait d'autres livres. C'est une amie à moi là, qui m'a partagé le contenu. Donc, il y en avait sur les abeilles. Donc, chaque équipe se choisissait un insecte. Puis devait nous donner des informations. Donc, il y avait la recherche d'informations. Même nos élèves plus jeunes, on peut les amener à faire de la recherche d'informations. Après ça, ils ont fait les dessins. Donc, on a des applications qui nous permettent de dessiner numériquement, mais on aurait pu l'avoir fait également sur papier et prendre une photo ensuite. Et ensuite, ils ont enregistré leur voix. On l'a exporté en format vidéo, mais c'était en format sur l'application Book Creator à la base. Donc, et là, bien, vous voyez, oui, on a la littératie, mais on a des apprentissages qui sont davantage liés au domaine de la science ici. Donc, on démontre d'autres types d'apprentissage. Puis, en fait, bien, au niveau de notre compétence numérique, bien, on est en collaboration, on est en production de contenu. On est également à travailler la communication. Nos élèves plus jeunes, on le sait, donc ils ont vraiment besoin de communiquer oralement. Donc, c'est également là, une autre dimension de la compétence numérique là, qu'on pouvait voir ici dans cette production. Ensuite, il nous reste... Vas-y, Laurie. Je voulais juste dire qu'il nous restait 2 petits exemples, en fait, pour aller démontrer ce dont on parlait plus tôt, parce qu'on a dépassé un peu bien, on va bientôt dépasser notre temps. On va dépasser un peu, mais on va faire ça rapidement. Tantôt, on parlait des besoins diversifiés selon la conception universelle de l'apprentissage. J'ai envie de vous partager l'exemple d'une enseignante qui a créé un livre pour ses élèves pendant la pandémie. Ici. Donc, c'était son plan de travail. Elle a partagé le plan de travail à la maison, à ses cocos, avec des idées d'activités. Elle a mis des pastilles audio. C'était une classe de première année. Elle a inséré des vidéos. C'est chose qui est faisable dans Book Creator et dans plusieurs autres applications qui permettent la création de livres numériques. Donc, quand on parle d'interactivité, on est vraiment ici à son maximum. Et elle avait même des liens, la liste de vocabulaire. Donc, tout le plan de travail était devenu quelque chose d'accessible à tous ces élèves, lecteurs, non lecteurs, et permettait de l'interactivité. On peut également... Exactement ça, les portes d'entrée dont on parlait tantôt. Donc, on a la porte d'entrée de l'écrit, on a la porte d'entrée de l'audio. Que l'élève ait ce besoin-là ou pas, il peut aller faire le choix d'utiliser l'audio ou l'écrit, tout dépendant de son besoin à lui. Donc, c'est la philosophie universelle là, de l'apprentissage. Mon autre exemple, rapidement, je vous en parle, je vous le montre, mais je vous montre aussi quelles auraient été les plus-values qu'on aurait pu apporter à ce projet-là. Bon, l'idée étant, présente-moi ton rapport scientifique, le défi de la Pringle, il faut emballer une chip Pringle puis s'assurer que dans le transport, elle ne sera pas abîmée. Donc, processus scientifique, proposer des solutions à un problème technique. Les élèves, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement pris des photos de chacune des étapes de leur travail, vraiment de façon systématique, donc beaucoup plus engageant que de créer un rapport de science sur papier, que souvent les élèves vont botcher de toute façon. Ce qui aurait pu être intéressant aussi, c'est que l'élève aurait pu s'enregistrer
au lieu d'écrire en expliquant les étapes. On aurait pu filmer aussi la présentation ou le résultat final, donc d'intégrer ces différentes pistes-là. Ça permet aux élèves de varier aussi la façon dont ils utilisent le numérique pour répondre aux différents besoins. Finalement, la présentation de contenu, rapidement, un journal botanique qui demande à des élèves de faire la même chose. Donc, je démontre une procédure à mes élèves, comment je voudrais qu'ils me transmettent leur rapport de science. Donc, je mets toutes les étapes. C'est un peu surchargé. Moi, je l'aurais peut-être allégé, mais déjà, on a une idée de faire différemment, donc qui est beaucoup plus attirant pour nos élèves. Et une petite merveille d'une enseignante de préscolaire qui devait être là, je ne sais pas si elle est là. Oui, je pense qu'elle est là, je pense qu'elle est avec nous, oui. Qui voulait travailler en collaboration avec la famille. Donc, au préscolaire, l'enjeu, c'est vraiment de conscientiser l'élève aux différentes structures de l'écrit, les graphèmes, les phonèmes, les rimes et tout ça. Donc, elle voulait utiliser les parents pour travailler en collaboration. Donc, elle a créé un document qui permet justement d'expliquer la conscience phonologique et ensuite avec des pastilles audio toujours qu'on adore, des capsules vidéo. Elle s'est même filmée à un moment donné pour expliquer une consigne et des jeux qui permettent aux élèves aussi d'utiliser avec papa, maman cette création-là. Donc, quelque chose, une vraie petite beauté qui permet de présenter du contenu de façon interactive. Donc, on parlait tantôt que c'était utile et nécessaire d'avoir de la consommation dans le numérique. Ceci, ce sont deux beaux exemples. Puis, tu sais, si je peux me permettre également, Josée, pour répondre à un besoin aussi de diversité. Donc, quand on se rapproche peut-être de Montréal, là, des grands centres urbains, donc c'est sûr qu'on a des milieux où les parents, les familles ne parlent pas nécessairement la langue. Donc, d'avoir des outils comme ça, on pourrait même penser à avoir une traduction également pour aller rejoindre une clientèle plus large là, au niveau de nos parents, de nos familles, pour vraiment s'assurer d'une collaboration. Donc, je sais que ça s'est fait durant la pandémie. Donc, il y a eu des productions là, qui ont été traduites en certaines langues pour faciliter cette collaboration-là. On vous a parlé tantôt de la compétence numérique avec ses dimensions. J'avais envie d'ajouter qu'à travers l'utilisation du livre numérique, on essaie toujours de présenter aux enseignants, de sensibiliser les enseignants et de façon à ce que les élèves soient au courant de toutes les contraintes et les difficultés que représente l'utilisation du numérique. Donc, on a parlé tantôt d'être un citoyen éthique qui est au centre de la compétence numérique, qui est vraiment quelque chose, un enjeu primordial pour les générations. On le voit, là, des fois, il y a des dérapes au niveau de l'utilisation des médias sociaux chez certains jeunes adultes. Donc, on essaie, dès le jeune âge des enfants, de leur inculquer des compétences éthiques, que ce soit au niveau de la sécurité, de leur propre sécurité sur Internet. Donc, comment on fait pour aller sur Internet de façon sécuritaire? Donc, quand je publie un livre, j'écris mon nom, mais je n'écris pas au complet. J'écris mon prénom ou je me trouve un surnom. Je ne mets pas ma photo, je me crée un manga de façon à ce qu'on ne me reconnaisse pas automatiquement. On parle aussi des droits d'auteur. On en a parlé beaucoup au début que c'était un enjeu pour nous. Donc, on sensibilise beaucoup les élèves à ça. Donc, on leur demande de citer leurs sources, d'utiliser des images libres de droit. Puis, pour les plus vieux, on parle même de crédibilité des sources là, quand on va chercher de l'information sur Internet. On va aller trianguler. Trianguler exactement, de confirmer que l'information est bien la bonne, donc de leur former un peu un esprit critique sur ce qui se trouve partout sur le net. Donc, exemple, ils trouvent sur Wikipédia leurs sources, ils doivent aller confirmer au moins 2 autres endroits crédibles parce qu'on sait que des fois, Wikipédia, c'est pas toujours validé. Donc, mais ça, je sais, avec mon grand garçon de 6e année, c'est quelque chose dans toutes ses productions il doit noter à quels endroits il a trouvé ces informations. Donc, je trouve ça vraiment important. Puis, c'est intéressant aussi que les enseignants là, enseignent ces comportements-là aux élèves.
Laurie, j'avais envie de passer tout de suite à la section 4. Oui, tout à fait. Donc, on a notre petite conclusion, en fait, où on va faire un retour là, un peu sur les différents concepts là, qu'on a abordés. On avait une vidéo, mais c'est pas grave, là, ça explique les enseignants qui nous expliquent un petit peu la mise en récit dans leur classe, mais au pire, on vous enverra le lien dans le clavardage. Donc, on a la vidéo sur YouTube. En fait, notre livre numérique, donc retour sur nos différents concepts, donc ça nous soutient, bon, évidemment, dans nos compétences au niveau du développement de la littératie. On a vu également que ça nous permettait d'aller développer les compétences dans toutes nos disciplines. Ça soutient également la créativité donc chez nos élèves. Donc, on parle de créativité en termes de vraiment les laisser produire en fonction de leurs idées, donc vraiment laisser la place à l'élève. Puis, en même temps, mais ça fait partie de notre compétence numérique, on se rappelle. Donc, autant la compétence numérique de l'élève que l'enseignant qui doit mobiliser cette compétence-là également chez ses élèves. Lorsque nous sommes en créativité, on se rappelle avec Margarida Romero, notre flèche qui monte vers le haut par rapport à l'engagement créatif de notre élève. Donc, notre élève est engagé dans la tâche, donc on vient chercher des sources de motivation, puis également, les besoins diversifiés, je vais tout de suite passer aux besoins diversifiés, parce que selon nos portes d'entrée, donc on va davantage être engagé peut-être en utilisant peut-être l'audio, peut-être en utilisant le dessin, peut-être en utilisant l'écrit, peut-être en combinant toutes ces sources-là. Donc, on va vraiment aller répondre à nos besoins de nos élèves. On a divers outils de création qui nous permettent, dans le milieu de l'éducation, de pouvoir plus rapidement créer ces œuvres numériques-là. Qu'on pouvait le faire là, dans le passé. C'est plus accessible. C'est des outils qui sont clés en main également, donc qui nous permettent d'ajouter le texte, la vidéo, l'audio, la photo, l'image, d'ajouter même dans certains outils des galeries interactives d'images. Et puis, nous, notre petit dada, donc surtout avec l'arrivée de la pandémie, mais ça l'était déjà avant, donc aller vraiment favoriser des pédagogies qui sont actives. On n'est plus dans des modèles comme nous, on a connu quand on était élève, où l'enseignant transmet la connaissance. L'enseignant, on disait qu'il était le maître de la classe, donc il y avait le maître et les élèves. Donc là, on est vraiment ailleurs. On est dans des modèles qui ont davantage de constructivisme et socio-constructivisme. Donc, on construit nos connaissances et on construit nos connaissances en collaboration avec les autres. Et ces pédagogies-là, en fait, vont amener les élèves à apprendre, mais tout en restant motivés et engagés. Donc, c'est ce qu'on vise et surtout avec l'enseignement à distance. Oui, c'est le cas en présentiel, mais l'enseignement à distance vient ajouter une difficulté de plus. Donc, on n'a pas le choix de vraiment s'orienter vers des pédagogies qui mettent les élèves en action. Nos défis. Donc, tout au long, on vous a parlé de ce qu'on faisait, mais on rencontre quand même certains défis. Et puis, peut-être que nos éditeurs là, qui sont dans la salle aujourd'hui là, pourront bien comprendre peut-être eux aussi les défis qu'ils vivent en éducation. Donc, c'est sûr qu'on rencontre dans les écoles, on a une multiplicité des plateformes. Donc, on va utiliser, mais des appareils également. Donc, dans une même classe, dans une même école, on peut avoir autant des appareils mobiles de type iPad. On va avoir des ordinateurs portables de type PC. Nous, on a des appareils info nuagiques qu'on appelle les VDI. On va avoir également des portables info nuagiques de type Chromebook. Donc, tout ça dans la même classe. Donc, souvent, une plateforme ne va pas être disponible sur tel type d'appareil. Donc là, ça, c'est du jongler avec cette complexité-là. C'est un grand défi qu'on a relevé en éducation. Donc, c'est sûr que nous, on mise sur autant la consommation d'œuvres qui va être multiplateforme, puis autant également les applications de création de contenu qui seront multiplateformes parce que c'est ce qu'on vit dans le milieu. Bon, deuxième défi. On vous a parlé tantôt des applications qu'on utilisait. Nous, on est beaucoup dans le gratuit. On ne se cachera pas. Le gratuit n'est jamais vraiment gratuit. Donc, il y a tout le temps un marchandage de données.
Donc, pour ça, pour nous, c'est super important de protéger nos élèves de ce marchandage des données-là. Donc, on ne veut pas justement les données nominatives, on ne peut pas envoyer le prénom, le nom de famille, la photo de l'élève. On ne veut pas avoir une triangulation des informations personnelles de l'élève. Puis, d'un autre côté, bien, en fait, on n'a pas nécessairement tout le temps les sous pour faire des achats d'applications professionnelles qui nous coûteraient très cher dans le milieu de l'éducation. Donc, on jongle tout le temps entre ce qui est gratuit, puis en même temps, bien, cet aspect-là où on ne veut pas donner nos informations personnelles. L'autre défi, c'est le coût des livres et le coût des applications également. Donc, ça va un petit peu de pair. Donc, quand on est enseignant, on a des budgets dédiés, donc, mais ils ne sont pas énormes, là. Donc, c'est un autre défi. Des fois aussi, il y a des mises à jour. Moi, il y a des livres que j'avais achetés auxquels j'ai plus accès parce que mon appareil s'est mis à jour, puis ben, le développeur n'a pas nécessairement fait la mise à jour non plus, donc ça ne suit pas nécessairement. Un autre défi qu'on vit dans les écoles, c'est qu'on partage les appareils. Donc, si je commence une production sur ma tablette iPad, ben, l'autre élève ensuite ben, pourrait peut-être utiliser mon iPad puis effacer ma production. Donc, ça, c'est un grand défi. On a tout ce qui est droit à l'image, donc les photos personnelles des élèves. Donc, faire attention, on doit toujours avoir les autorisations lorsqu'on est en production numérique parce qu'il y a quand même un stockage qui est hébergé à quelque part dans un nuage. Donc, ça, c'est super important. On a la question du droit d'auteur qu'on a abordé un petit peu tout au long. Et dernière question qui est la langue. Donc, on a très peu de matériel disponible au niveau de la création en français. Donc, souvent, bon, ça devient accessoire puisque l'application est conçue là, par petits symboles, puis on réussit à se débrouiller quand même, mais c'est quand même un enjeu important là, au Québec d'avoir peu d'outils de création qui sont en français. Finalement, donc on va être un peu en retard, mais finalement, les différentes possibilités vers lesquelles on peut se tourner pour l'éducation, bien, c'est sûr que le numérique grandit à une vitesse grand V. Donc, tout ce qui concerne la réalité virtuelle pourrait être une avenue intéressante pour nos petits et grands créateurs. La semaine dernière, j'ai eu le bonheur d'assister à la présentation webinaire de Prune, qui est la fondatrice du balado, La puce à l'oreille. Et j'ai trouvé super pertinent l'idée de pouvoir créer des balados en lien avec de la littérature jeunesse. Et je me disais, ben, c'est le fun qu'on puisse offrir cette place-là à nos jeunes dans le monde de l'édition. Donc, eux qui puissent éditer des balados, éditer des livres, ça peut devenir quelque chose de vraiment intéressant. Et tout ce qui touche aussi la robotique et la programmation, qui est aussi un enjeu dans nos milieux présentement. On a déjà des enseignants qui commencent à jumeler leur création littéraire avec de la programmation, donc toute une animation qui est possible d'être faite à partir d'un logiciel qu'on appelle le logiciel Scratch. Donc, Petite Cocotte qui a fait un livre, qui a fait toutes ces étapes de création de son histoire et que là, nous l'anime sous forme d'animation à l'aide de sa programmation qu'elle a au préalable travaillé avec son enseignant. Donc là, c'est là que tout ça prend son sens. Donc, les élèves sont habitués de consommer du jeu vidéo, mais avec une application comme Scratch, bien, ils peuvent en créer. Donc, ils sont habitués de consommer de la vidéo YouTube, mais avec certaines applications, ils peuvent en créer. Donc, on a CoSpace Edu qui nous permet de faire des musées virtuels également. Donc, on pourra avoir j'ai vu là, des enseignants là, qui ont créé une espèce de musée avec des œuvres artistiques où on a une explication audio également. Donc, vraiment magnifique. Là. Que voilà. Nos petits remerciements. À nos enseignants qui ont si gentiment accepté de partager leur création, la création de leurs élèves. Merci. Bien, merci beaucoup, Laurie, Josée. Je m'aperçois que j'ai un peu de décalage avec ma caméra. Moi, j'ai retenu plusieurs choses, en fait, évidemment.
la question des ressources, cette espèce d'idée de la gratuité puis le droit d'auteur, c'est vraiment c'est un enjeu parce qu'on va avoir tout à l'heure, dans la prochaine présentation avec Steve Lemay, un auteur, donc, qui est aussi préoccupé par la question comment rentabiliser son travail. Une autre chose aussi, c'est, je pense qu'il faudrait que tous les élèves aient accès à une tablette gratuite parce que, je veux dire, c'est vraiment, ça devient un outil de création vraiment important. J'ai noté le truc aussi, l'idée de consommer, de passer de la consommation à la création. C'est vraiment aussi c'est un enjeu. Je pense que vous le faites de façon vraiment proactive. Puis aller avec le livre de recettes, c'est quand même aller jusqu'à la création d'un livre de recettes, c'est le fun parce que la recette, c'est comme quelque chose de très pratique. Donc, c'est une belle façon d'aborder le livre. L'engagement créatif, en fait, moi, je voulais rajouter aussi, peut-être à partir d'une petite expérience que j'ai vécue moi-même, j'ai été invité par un professeur de primaire à la création d'un photoroman avec des élèves. Des élèves qui ont, c'était à Saint-Hyacinthe, je n'ai pas les données avec moi pour citer le nom du professeur extraordinaire au primaire en 6e année, dont les élèves ont mené un programme de recherche sur le Moyen Âge. Ensuite, ils ont travaillé avec une autrice qui est venue, qui a créé un scénario. Et mon travail était de diriger la création des photos, des mises en scène pour réaliser le photoroman à partir du scénario. Ensuite, les élèves ont, là, je leur ai tout envoyé après les photos. On a travaillé 2 jours de temps. Ensuite, les élèves ont utilisé un logiciel comique, je ne sais plus quoi exactement, qui permet la création de bulles, des mises en page et tout. Et 2 mois plus tard, j'ai reçu un beau livre par la poste créé par les élèves de 6e année. Alors, je voudrais souligner l'engagement des professeurs qui se dévouent. Donc, ça prend du leadership pour accompagner le processus créatif des élèves. Aussi, j'ai noté l'importance justement de ne pas rester dans la consommation des œuvres, mais d'être dans la participation. C'est vraiment un truc intéressant. Là, on voit que vous travaillez vraiment à aider les jeunes à développer des compétences. Évidemment, vous suivez la ligne des compétences. C'est vraiment intéressant de voir toute la logique de l'évolution de l'acquisition de compétences. Je suis étonné de voir qu'il y a peu de littérature, c'est pas de la littérature, mais peu de documentation de recherche sur le livre numérique pour la jeunesse. Oui, j'ai cherché sur nos banques à l'université, nos banques de nos bibliothèques et tout ça, des articles, puis je me butais toujours un peu. Vous, c'est les mêmes auteurs là, qui reviennent. Donc, tu es Nathalie Lasselle, qui est celle vraiment là, qui va revenir beaucoup au niveau de la littératie multimodale avec la chaire de recherche, mais au Québec, là, on se retrouvait pas mal avec tout le temps les mêmes auteurs. OK. Là, ensuite, les plans d'action numérique, il y en a eu au provincial, il y en a eu au fédéral. Le présent forum est financé par le Fonds stratégie numérique du Conseil des arts du Canada, qui est à différencier du plan numérique du gouvernement du Québec. L'idée aussi, de la capacité d'enregistrement, aussi avec les outils, c'est quelque chose. Je pense que, en fait, là, j'ai d'autres trucs aussi, les stratégies de lecture, la gratuité, les variations dans les stratégies de la lecture, ça sert à quoi? Je veux dire, c'est intéressant de voir ça avec... mais je pense que je vais arrêter ici, puis je vais voir si on a des commentaires, des questions du public pour les quelques minutes qu'on peut prolonger un petit peu. Alors, moi, ici, je vois... je suis enseignante à la retraite, Linda. J'enseigne les sciences, les mathématiques. La naissance de mon petit-fils en novembre m'a incité à écrire un livre jeunesse. Est-ce que Linda veut s'exprimer?
Est-ce qu'on a des commentaires de quelques personnes? Et comme tu mentionnais tantôt, Michel, il y a Steve qui a écrit que c'était un pont intéressant avec sa présentation qui suit. Donc, nous, malheureusement, on ne pourra pas rester jusqu'à la fin, mais on encourage tout le monde à rester là, pour voir justement le point de vue de la maison d'édition, là, vers quoi on se tourne pour faire le lien avec ce que nous, on essaie de présenter. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Mon nom est Linda Binette. Je suis enseignante à la retraite. J'ai enseigné surtout les sciences et mathématiques au niveau fin du niveau secondaire et même collégial. J'ai une formation scientifique à la base. Et puis, la naissance de mon petit-fils en pleine pandémie m'a complètement orientée vers un autre volet. Je me suis risquée à écrire un livre jeunesse qui était intitulé « Covido, le pangolin ». Et ce livre-là part du fait d'un fondement scientifique qui est la perte de la biodiversité. On sait que les espèces animales sont de plus en plus menacées avec la déforestation, l'exploitation abusive. Alors moi, je suis partie d'un pangolin qui avait perdu ses écailles et j'ai tout élaboré un conte là-dessus. Le niveau de lecture, c'est surtout pour les 9 à 12 ans, je dirais. Mais quelqu'un qui, même un jeune de 6 ans, qui a l'aide de ses parents, j'axe beaucoup, peut arriver à comprendre le livre parce que j'axe beaucoup sur les valeurs à acquérir, les bonnes valeurs à acquérir pour les décideurs de demain, pour faire face aux défis environnementaux qui nous concernent tous. Alors, j'ai même dit que le livre pouvait même être adressé à des gens de 6 à 106 ans pour vraiment, finalement, intégrer toutes les générations dans ces valeurs-là. Alors, le livre va être disponible demain. C'est les éditions de l'Apothéose qui a édité mon livre. Alors, Covido, le pangolin. J'avais déjà écrit un livre plus scientifique, 3 défis contemporains. Je suis même allée en 2018 au congrès RE à l'Université de Sherbrooke. Et puis, j'étais allée à l'école au Maire des Lauriers à Ottawa aussi. J'avais adapté mon discours pour faire 2 conférences, une pour les jeunes du primaire, lors de la Journée de la Terre en 2018, là, avant le confinement. Et puis, j'avais fait une autre conférence pour les étudiants niveau baccalauréat intermédiaire, là, niveau cégep ici au Québec. Mais je suis très fière, très contente. Je vais recevoir 75 exemplaires de mon livre demain, mais il va être aussi disponible en librairie. Fait que je vous le suggère beaucoup. Je trouve que c'est un bon livre. C'est sûr que c'est moi qui l'écris, mais vraiment, c'est un bon livre, je crois, pour initier aux valeurs si importantes dans notre société qui va devoir relever de grands défis. Covido, le pangolin. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que je peux poser ma question? Oui, bonjour Nancy. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Nancy Lusignan, je suis bibliothécaire professionnelle de formation. J'ai travaillé pendant plus de 7 ans comme bibliothécaire scolaire là, dans un centre de services scolaire. Maintenant, depuis 2 ans, je travaille comme chargée de projet dans un organisme à but non lucratif qui s'appelle Biblio Presto. Oui! Nous présentons la semaine prochaine numérique.ca, mais également la plateforme Biblius. Donc, je voulais simplement mentionner, en fait, vous avez bien contextualisé le plan d'action numérique. Je pense que ça a bien mis la table pour une partie de la présentation la semaine prochaine, mais ça m'apparaissait important de mentionner qu'il y a quand même, parmi la belle présentation d'outils que vous avez montré, ce projet-là, qui en fait, c'est la mesure 17 du plan d'action numérique en éducation, dans lequel le ministère s'est engagé à déployer le prêt de livres numériques dans les bibliothèques scolaires. Et la plateforme Biblius, en fait, vient répondre à la diapositive des défis que vous avez présentés. Elle était vraiment excellente et c'est chouette de voir que le projet Biblius ne répond pas à tout. On est encore en déploiement progressif, il y a beaucoup de défis, mais vient répondre à beaucoup de ces éléments-là. Alors, j'ai bien hâte de voir dans l'avenir comment nous pourrons aussi collaborer tous ensemble. Je sais qu'elle n'est pas encore à votre centre de service scolaire,
Il y a 51 centres de services scolaires encore à date qui sont branchés au Québec, pas le CSS des affluents, mais on l'attend avec grande impatience. Puis moi, je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir assister la semaine prochaine parce que j'avais une rencontre privée à Laurent, mais Josée devrait être là parce qu'on avait noté en bas de page à la diapositive du cadre de référence à la compétence numérique la mesure qui parle de Biblius, là, en fait, la version scolaire. Mais comme nous, on n'a pas pu faire la mise à l'essai, mais je n'ai entendu que du positif de mes collègues de la région. Donc, nous, on travaille beaucoup en région, Laval, Laurentide, la Naudière. Donc, j'ai bien hâte que ça puisse arriver dans notre centre de service. C'est chouette que tu aies pris la parole, Nancy, parce que c'est ça, j'y vais avec l'idée de Laurie. Là, on avait parlé de toi dans la préparation, de toi. Du projet, là. On avait parlé de ça, puis on s'est dit, Colin, ça aurait été le fun qu'on puisse faire du pouce puis présenter cette avenue-là. Mais comme on n'avait pas de référent, on ne l'a pas testé, on ne voit pas comme toute l'ampleur. On a vraiment hâte. Puis moi, je vais être là la semaine prochaine sans faute. Super. Puis en fait, j'imagine, je pense bien qu'il y a plusieurs, soit des créateurs ou des éditeurs parmi les participants. Puis une des choses qu'on fait dans le cadre du projet Biblius, oui, c'est l'aspect technique, mais c'est tout aussi le modèle économique, réfléchir avec des licences qui présentent justement l'équilibre entre tous les besoins du milieu scolaire que vous voulez présenter, mais aussi s'assurer d'avoir une rétribution équitable. Fait que probablement que parmi les participants, il y en a qui connaissent aussi avec qui, soit qui sont déjà dans le projet ou avec qui on a déjà échangé. Donc, c'est chouette, en fait, le pont. Là, vous avez vraiment bien mis la table pour qu'on puisse présenter la suite du projet. Puis ça va être avec plaisir qu'on va pouvoir répondre à vos questions. Ça va me faire plaisir si vous voulez qu'on s'écrive à l'extérieur de la conférence. Certainement. Avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, excusez-moi, je vais prendre la parole encore pour faire suite à Mme Lusignan. J'ai aussi une formation de bibliothécaire, même si j'ai fait ma carrière dans l'enseignement. Et puis, le directeur, j'ai fait de l'indexation aussi pour certaines maisons d'édition. Donc, même si je n'ai pas travaillé à temps plein dans la bibliothéconomie, j'ai toujours mon titre à la Corporation des bibliothécaires. Et justement, le directeur m'a dit qu'il ferait une publicité pour moi dans le futur CorpoClick de la Corporation des bibliothécaires du Québec. Le livre Covido, le pangolin, il va être aussi en format EPUB numérique. Alors, la BTLF, là, qui est le grand fournisseur des livres dans tout le Québec, non seulement des livres scolaires et pour la jeunesse, mais de tous les livres, va pouvoir répondre à toutes les librairies qui auront besoin, ou même bibliothèques municipales et scolaires qui auront qui auront le goût, je dirais, de se procurer le livre que j'ai écrit. Merci. Merci, Linda. Moi, je remercierais, merci Josée, merci Laurie Bédard. C'était une super présentation. On souhaite les rendre disponibles, en fait, le plus vite possible. En fait, on voulait le faire, on voulait se donner un peu plus de temps, mais on a une demande pour rendre les présentations disponibles rapidement. Donc, c'est juste qu'il faut les préparer, leur donner un cadre pour les accueillir. Merci beaucoup. On va faire une pause parce que le prochain webinaire avec Steve Lemay va commencer un tout petit peu avant 15 h avec la présentation d'une vidéo. Alors, on attend à 14h58 pour la suite de l'après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci tout le monde. Bye.